Président sénégalais à l'issue de la visite du président de la République par intérim à Dakar. Macky Sall et John Kounda Traoré ont eu des entretiens à huis clos sur la crise malienne et sur l'OMVS. Les deux présidents étaient également face aux journalistes pour leur faire le point de leur rencontre. Envoyés spéciaux à Dakar, Sira Batili, Idrissa Traoré. Solidarité africaine, le Sénégal invite le Mali à faire le point de l'évolution de la situation sécuritaire au Mali. À Dakar, le président de la République par intérim s'est entretenu à huis clos avec son homologue sénégalais Macky Sall. La coopération bilatérale, l'OMVS, mais c'est surtout le nord du Mali qui a constitué le point focal des discussions. Après les entrevues à huis clos et les séances de travail, le professeur John Kounda Traoré et Macky Sall ont fait écho de leur entretien à la presse. Nous avons parlé bien évidemment du problème sécuritaire au Mali, la situation difficile dans laquelle s'est trouvé le Mali, une situation qui, fort heureusement, est en train de s'arranger grâce à la solidarité des États de la sous-région, des États africains et à la solidarité internationale, et grâce, bien entendu, à ce que nous ont apporté et le président Macky Sall et le gouvernement sénégalais et l'ensemble du peuple sénégalais, puisque vous savez que le Sénégal a envoyé des troupes au Mali pour nous aider à libérer notre territoire et à recouvrer notre intégrité territoriale. Le décor campé, la presse voulait en savoir davantage sur l'annonce de la France quant au retrait de ses troupes au moment venu, la question des Touaregs et surtout des exactions. Vous parlez de représailles, il y a forcément parfois des rancœurs et des amertumes qui sont là. Quand pendant 12 mois, vous avez vu des étrangers ou des compatriotes à vous prendre des membres de votre famille, les violer, les violenter, leur couper les pieds, leur couper les mains. Et je pense que lorsque la situation s'inverse, bien entendu, on peut se poser beaucoup de questions. Mais je peux vous assurer que ni au niveau de l'armée malienne, ni au niveau des populations maliennes, on ne peut parler, à proprement parler, d'exaction. Toute personne qui se rendra coupable d'exaction devra en répondre devant les juridictions maliennes ou devant les juridictions internationales s'il y a lieu. Donc soyez certains que ce n'est pas le peuple du Mali, ce n'est pas l'armée malienne qui se rendra coupable d'exaction. Le Mali, un pays des grands empires avec son vaste territoire et une démocratie légendaire, est agressé. Il a besoin du soutien de tous et surtout des Africains, dira Macky Sall. À la question de savoir ce que le Mali peut attendre du Sénégal au-delà de l'envoi de ses troupes, la réponse du président sénégalais est claire. Le combat, nous l'avons fait pour le principe, pour la dignité humaine. Nous l'avons fait également pour préserver les populations. Et c'est tout naturellement que le Sénégal, à l'instar des autres pays de la CEDEAO, s'est pleinement engagé dans le plaidoyer, mais également dans la mise en place de la force internationale de soutien au Mali, la MISMA. Ça prendra le temps que ça prendra, mais nous sommes engagés, nous sommes solidaires, nous sommes unis avec le Mali par l'histoire, la géographie, le sang. Je vous rappelle que rarement des pays ont la même devise. C'est le cas du Sénégal et du Mali qui partagent la même devise. Nous allons continuer à accompagner le Mali dans le dialogue politique national malien, dans l'organisation des prochaines élections présidentielles et législatives, afin que le Mali revienne dans la normalité constitutionnelle et reprenne sa place dans le concert des nations. Ce sont donc de riches échanges qui ont sanctionné la visite du président à Dakar, deuxième étape. L'entraide africaine qui se renforce de jour en jour pour que le Mali retrouve son intégrité territoriale. Au cours de ce point de presse, les journalistes se sont intéressés aux journées sans presse au Mali. Un mouvement de grève qui est suivi par la plupart des journaux et radios et qui fait suite à l'interpellation de notre confrère Boukari Dao, directeur de publication du journal Le Républicain. Sur le sujet, je vous propose d'écouter le président de la République par intérim au micro de nos envoyés spéciaux. C'est un pays de liberté, c'est un pays démocratique. Et je vais simplement ajouter que le Mali se veut de plus en plus aussi un état de droit. Un état de droit, une démocratie, ça implique des règles que chacun d'entre nous
est tenu de respecter. Donc, il peut arriver que des situations se créent, mais ces situations sont prises en charge par le droit. Il n'y a absolument aucune raison de s'alarmer pour ça. Le journaliste auquel vous faites allusion, il a écrit un article où il parle d'un certain capitaine Touré, je crois, qui n'existe pas, qui n'a jamais existé. Ce journaliste, personnellement, je lui reconnais le droit d'avoir son opinion sur tout ce qui se passe au Mali. Il peut ne pas être d'accord avec une décision qui est prise par les autorités. Mais n'oubliez pas que le Mali, aujourd'hui, est en état d'urgence, que le Mali est en guerre. Et donc, que chacun doit prendre conscience de cette situation et en tenir compte dans tout ce qu'il dit et dans tout ce qu'il fait. Je pense que avoir une opinion sur un problème et suggérer d'autres choses après, c'est un peu différent. Parce que ce monsieur, après avoir dit son désaccord avec les décisions qui ont été prises, a écrit des propos qui sont de nature à pousser nos troupes qui sont au front à déserter ce front. Et ça, c'est grave. Je pense qu'en état de guerre, on ne peut pas tolérer ce genre de comportement et ce genre de paroles. Évidemment, je pense que le principe de précaution étant, c'était normal pour l'État de chercher à en savoir davantage, de savoir si c'est le fait d'un innocent qui a écrit des choses sans trop penser à leur impact, ou si cela doit s'inscrire dans le cadre d'une action concertée de déstabilisation de nos forces armées au front. Je crois que c'est la raison pour laquelle il a été interpellé. Il sera entendu, il dira ce qu'il a à dire. Si il n'y a rien derrière, il sera relaxé. Mais si nous découvrons qu'il y a d'autres choses derrière, évidemment, il sera mis à la disposition de la justice malienne. Et c'est le droit qui parlera. Autre aspect de ce voyage, cette visite de travail du président de la République a permis de sutiller les problèmes que connaissent les Maliens vivant en Mauritanie et au Sénégal. Si à Nouakchott, ils sont confrontés aux tracasseries routières à la frontière, du côté de Dakar, c'est plutôt le manque de cartes consulaires et le problème d'enrôlement au quotidien des Maliens. Idrissa Traoré et Sira Bachili. C'est une forte colonie malienne qui séjourne actuellement en Mauritanie, une communauté qui s'est agrandie avec l'arrivée des déplacés puisqu'ils ont du mal à avoir le statut de réfugiés en Mauritanie. C'est donc une colonie très inquiète de la situation de guerre et de leurs conditions de vie qui a échangé avec le président de la République par intérim et les ministres qui l'accompagnaient. Vous savez qu'il y a une rupture de charge au niveau de la frontière Mali-Mauritanie, plus précisément au niveau de Gougui. Donc nos compatriotes ont beaucoup de difficultés pour atteindre la Mauritanie parce qu'ils sont obligés d'abandonner les moyens de transport au niveau de la frontière malienne pour reprendre les moyens de transport de la Mauritanie. Alors nous avons rappelé bien entendu aux autorités mauritaniennes que la convention de libre circulation et d'établissement qui existe entre les deux pays depuis 1965 et que nous souhaitons que cette convention puisse continuer à produire ses effets. Un autre point important évoqué par les Maliens de Dakar, c'est le recensement administratif à vocation d'état civil. À Dakar, rares sont les Maliens qui ont été enrôlés alors que les élections arrivent à grands pas. Les Maliens de Dakar souhaitent donc la mise à leur disposition des cartes consulaires qui sont en manque ici. Vous savez que l'une des missions essentielles de notre gouvernement de transition, c'est d'organiser des élections stables, crédibles et puis transparentes. Donc, pour atteindre un tel objectif, il faut que le fichier soit bien nettoyé. Et aujourd'hui, la classe politique, le gouvernement ont tendance unanimement à aller vers un fichier biométrique. Et ce fichier biométrique est issu du recensement du RAVEC. Alors donc, nos compatriotes nous ont exprimé les insuffisances qu'ils ont constatées. Nous sommes obligés de faire en sorte que beaucoup d'entre eux soient encore enrôlés.
Échange et compréhension, le gouvernement dit avoir noté toutes ces doléances des dispositions idoines et seront prises pour trouver une solution à tous ces problèmes. Retour ici chez nous au Mali, en deuxième région, le dispositif sécuritaire se renforce avec la fermeture de la frontière du Mali avec la Mauritanie. En plus de l'armée malienne, le contingent nigérian déjà présent à Banamba vient de se déployer dans le secteur de Nara, une situation qui rassure la communauté de Ouagadougou. Seydou Touaré nous en dit plus. Dans le cadre de la lutte contre les terroristes, le commandement militaire des forces armées vient de déployer de grands renforts dans le secteur de Nara en deuxième région. Il s'agit des soldats nigérians qui viennent s'ajouter au dispositif malien déjà opérationnel dans le Ouagadougou, secteur frontalier avec la Mauritanie. Même si les autorités militaires locales n'ont pas voulu commenter la situation, l'administration, elle, se veut rassurante. Au niveau de Nara, les forces armées et de sécurité sont en symbiose, en harmonie parfaite avec les populations pour la sécurisation de ces populations de Nara. Nous, administration, nous demandons à ces populations quand même de collaborer en étroite harmonie avec les forces de sécurité en leur fournissant régulièrement toute information suspecte. Ce message est bien compris par les communautés du Ouagadougou et une certaine complicité positive s'est déjà instaurée entre elles et les troupes. La preuve, les forces vives du cercle ont remis plus d'une dizaine de millions au niveau régional pour le soutien à l'effort de guerre. À ceci s'ajoutent les 3 taurions du village de Bréguenaré à la troupe malienne de Nara. Partout dans le Ouagadougou, les communautés vaguent librement dans leurs activités quotidiennes. Hors de nos frontières, les Maliens de France rendent hommage aux soldats tchadiens morts sur le champ de l'honneur au Mali. Une délégation des communautés maliennes de France à l'initiative du Mouvement pour la défense de la dignité du Mali et le Conseil des Maliens de France pour la paix ont organisé une marche funèbre. Notre correspondant à Paris, Magamfi Konaté, nous propose un extrait de l'allocution de l'ambassadeur du Tchad à Paris. Nous l'écoutons. Je voudrais, au nom de son Excellence, Monsieur le Président Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, chef suprême des armées, vous remercier pour les condoléances que vous venez de nous présenter au nom de la communauté malienne de France et d'être venus si nombreux, malgré le froid, comme je le disais tout à l'heure, nous présenter vos condoléances aujourd'hui. En intervenant au Mali, le peuple tchadien, le président de la République, en décidant d'intervenir au Mali comme on l'a fait, il l'a fait à cause de l'Afrique. Mais d'abord à cause du Mali, à cause de la fraternité qui lie le Mali au Tchad. Nous n'avons aucun intérêt particulier à poursuivre en intervenant dans votre beau pays. Notre intérêt, c'était de défendre un pays africain menacé dans son existence, menacé comme nous l'avons été dans le passé nous-mêmes. Nous en savons le prix. Et les autorités tchadiennes, la haute autorité tchadienne, le chef de l'État, avait décidé, avec le soutien des institutions tchadiennes, l'Assemblée nationale, toutes les organisations politiques tchadiennes ont soutenu l'action de notre armée dans votre pays pour soutenir, pour faire tout pour la survie du Mali, parce que votre pays était quand même menacé. Ces jeunes qui sont partis ce jour-là se sacrifier, tomber au champ d'honneur, ils l'ont fait avec beaucoup d'enthousiasme. Ils partaient, ils ne regardaient pas derrière, ils fonçaient devant, parce qu'il fallait agir très vite. Le temps était compté. Il fallait empêcher que les idées obscurantisme, les fanatismes se propagent dans notre région. Si le Mali tombe, c'est toute l'Afrique sahélienne qui tombe, et après elle, toute l'Afrique. Le combat que nos jeunes soldats mènent en ce moment au Mali est un combat de l'universel. Il ne s'agit pas seulement de l'Afrique, en réalité, si on regarde de près. C'est le monde entier qui devait être concerné par ce qui se passe au Mali.
Au Gabon, grève générale illimitée dans le secteur pétrolier. Depuis samedi, tout est arrêté. Les grévistes exigent la réintégration de 17 employés d'une multinationale qui avait été limogée pour avoir tout simplement grévé. Le mouvement de grève a commencé ici, à la raffinerie pétrolière de Port-Gentil. Depuis samedi, tout est arrêté ou presque à l'appel de l'ONEP, l'Organisation nationale des employés du pétrole. Le syndicat exige la réintégration de 17 employés gabonais de la multinationale Schlumberger. Ils ont été limogés pour avoir fait grève, inacceptable pour le syndicat qui réclame la démission des responsables locaux de Schlumberger. Nous ne sommes pas une république bananière où chacun peut mettre 12 familles dans une situation de précarité sans respecter les lois qui sont promulguées par le président de la République du pays hôte qui vous permet d'exercer une activité économique qui vous garantit derrière cela des bénéfices. De Port-Gentil au grand dépôt de Libreville, la mobilisation est massive. Selon les grévistes, 70% des activités pétrolières sont paralysées. Service minimum, seule l'armée et la Société des eaux et de l'énergie sont vitalisées. Et d'affirmer que seul 22% du secteur pétrolier est affecté. La production continue, la raffinerie continue à fonctionner, les stations-service sont approvisionnées, les dépôts fonctionnent. Malgré les assurances du ministre, la grève commence à produire ses effets. Les stations-service ne sont plus livrées depuis 2 jours et le prix du super flambe. Les négociations pour le moment ne donnent rien, mais la pression monte pour l'État gabonais, très dépendant de ses recettes pétrolières. Parlons à présent environnement. Au Cameroun, les sacs plastiques sont désormais interdits, mais comment convaincre les fabricants et les clients? La question reste posée. C'est une course folle qui commence. 3 grammes de plastique ballottés par le vent. Elle finira sans doute au fond d'un caniveau. Le Cameroun dit stop. Ici, une loi interdit désormais la fabrication, l'usage et l'importation de tous les plastiques fins non biodégradables. Au marché de Douala, il va falloir changer les habitudes, convaincre les commerçants et les clients. C'est ce que Didier Yankwa s'emploie à faire. Lorsque ces déchets tombent dans les caniveaux, donc, il les bouche et en moins de pluie, il y a des inondations. Bon, en milieu rural, généralement, on sait très bien que, à cause ou bien grâce à sa stabilité, ça détruit le sol et puis c'est un danger pour les animaux. Dans l'ensemble, la mesure est plutôt bien accueillie. Je viens d'être informé que c'est nocif pour la santé. Mais si vous nous proposez quelque chose de mieux, on pourra faire table rase. Tout ce que je veux, c'est que ma marchandise soit emballée et bien emballée. Un coup d'œil suffit pour comprendre l'urgence. Au Cameroun, chaque année, 400 000 tonnes de sachets plastiques s'évaporent dans la nature. Des sacs si fins qu'ils échappent à la collecte d'ordures. Durée de vie, pas loin de 400 ans, d'où l'intérêt de promouvoir les plastiques biodégradables. Les Camerounais ont 1 an pour se conformer à la loi. Des plastiques qui polluent l'environnement. L'association des jeunes diplômés volontaires du Mali vient d'organiser une rencontre qui a regroupé ses adhérents. L'objectif était d'informer les jeunes diplômés volontaires de l'APEJ sur les problèmes d'emploi au Mali. L'espace a permis aux jeunes d'échanger sur les capacités d'emploi de l'État et les initiatives personnelles. Les responsables de l'association demandent aux jeunes de se battre pour participer au développement du pays. Voilà l'association des jeunes diplômés volontaires du Mali. Sport, football, au compte de la 16e journée du championnat national de Ligue 1, la Jeanne d'Arc de Bamako et l'association sportive de Korofina ont fait match nul, 1 but partout. C'était mardi au stade Modibo Keïta. Kumba Nyambele, reportage. Avec -3 contre -6 à la différence de but, l'association sportive de Korofina, 12e au classement, et son poursuivant direct, la Jeanne d'Arc 13e, conserve désormais 16 points chacun au terme de la 16e journée du championnat national de Ligue 1. À l'aller, les 2 formations s'étaient quittées sur un nul blanc. La première période reste stérile en but malgré des occasions de part et d'autre. C'est à la 57e minute que Amara Fofana débloque le tableau d'affichage pour l'ASCO. Score 1-0. Avec ces légers avantages, les pensionnaires de Korofina prennent le monopole du jeu jusqu'à la 81e minute où Moussa Diop égalise pour la Jeanne d'Arc. 1-1
Score final. Dans cette opposition pour la course au maintien, il faut reconnaître que le public sportif est resté sur sa faim à cause du manque de précision de la part des joueurs devant le but adverse. Chose qui prouve qu'il faut encore beaucoup miser sur la formation à la base et le suivi pour les futures échéances. C'est sur cet élément sport que prend fin cette édition. Merci de l'avoir